C'est l'heure de politique, bienvenue à vous. Qu'est devenue la France insoumise? De la violence verbale, des attaques, des injures est née la violence dans la rue jusqu'à la mort d'un jeune militant identitaire, Quentin Doroc. Était-ce la suite logique de la théorie bolivarienne qu'affectionne Jean-Luc Mélenchon, faire que toutes les luttes se coagulent jusqu'au basculement de la société? Depuis bien longtemps, tous les partis de gauche ont abandonné et refusé la violence, laissant aux fractions allemandes ou italiennes, comme les Brigades Rouges ou Action Directe en France, le recours à la violence. Le drame de Lyon et la mise en cause d'un député de la France insoumise, de 2 attachés parlementaires, va-t-il plonger LFI dans une sorte d'exclusion républicaine? Et LFI va-t-elle devenir le nouveau paria de la scène politique? On en parle avec nos invités. Nora Bussini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation au Point et à Franc-Tireur. Vous êtes spécialiste des mouvements d'ultra-gauche et plutôt d'ultra-droite, mais en tout cas des groupes extrémistes. Vous êtes auteur de Les Nouveaux Antisémites chez Albin Michel. Merci d'être avec nous. Vous serez précieuse aujourd'hui. Laurent Geoffrin, bonsoir à vous. Bonsoir. Directeur du journal Point Info, merci d'être avec nous. Henri Vernet, éditorialiste politique à France TV Info. Et Pablo Pillot-Vivien, bonsoir. Vous êtes journaliste, éditorialiste à la revue Regard. Alors je me tourne vers vous d'abord, Nora Bussini, pour comprendre ce qui s'est passé, le contexte. Déjà, Lyon, la ville de Lyon où la Jeune Garde a été créée. Et Lyon, une spécificité dans ces mouvements extrêmes de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite qui, dans le fond, ne cessent de s'affronter. En tout cas, il y a des affrontements réguliers. Pour comprendre un peu le contexte, expliquez-nous. Oui, tout à fait. Lyon est justement le théâtre depuis plusieurs années d'affrontements entre des milices, des mouvements militants à l'ultra-droite et à l'ultra-gauche du spectre politique. L'ultra-gauche s'est créée en réponse à des milices d'ultra-droite. D'ailleurs, la Jeune Garde, qui a été cofondée par Raphaël Arnaud, s'est créée en 2018. Donc c'était déjà il y a plusieurs années. Et lorsqu'elle a été dissoute l'année dernière, c'était en même temps qu'un autre mouvement d'ultra-droite, Lyon Populaire. Et donc cela fait des années que l'on constate des affrontements dans les rues entre ces milices qui répondent soit de mouvements dits antifascistes, c'est le cas de la Jeune Garde dont le slogan d'ailleurs était face à l'extrême droite, riposte immédiate, à des mouvements d'ultra-droite qui ont déjà perpétré de nombreuses agressions. Aujourd'hui, plus largement en France, on quantifie à peu près les mouvements d'ultra-droite composés d'entre 3 000 et 4 000 membres. Alors que la Jeune Garde, elle, il n'y a pas de chiffre officiel, d'autant plus qu'elle est censée être dissoute, répondait de un peu plus d'une centaine de membres, en tout cas selon les estimations. Et quel est son lien exactement avec la France insoumise? Alors, qu'on comprenne. C'est ça qui est assez fou. En fait, la France insoumise, qui est donc un parti politique, a choisi de proposer parmi les candidats lors des élections législatives anticipées Raphaël Arnaud, de son vrai nom Raphaël Archenot, qui initialement avait déjà tenté un parcours politique sous la bannière NPA. Raphaël Arnaud a donc été élu au sein de la France insoumise. Et ce qui est assez fou, c'est que juste après ces élections, celui-ci a eu une première réaction assez folle en 2024, puisqu'il a choisi de rejoindre Londres pour participer aux affrontements de rue et rejoindre la milice qui s'appelait London Antifascist Assembly à Londres, qui a affronté des mouvements d'ultra-droite, ce qui déjà, à l'époque, pouvait se prêter à une forme d'ingérence. On n'a jamais vu des députés revendiquer le fait d'aller dans des affrontements de rue, encore plus dans un pays étranger. Donc on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale un militant de la Jeune Garde, en l'occurrence leur porte-parole Raphaël Arnaud, qui lui-même, et c'est ce qu'on découvre dans le cadre de cette enquête, avait 2 collaborateurs parlementaires au moins qui sont visés par des accusations dans le cadre du décès du jeune Quentin Doroc. Alors, la Jeune Garde, donc ce mouvement antifasciste que vous venez de décrire, suspecté d'être impliqué dans le drame, a été, vous l'avez dit, dissous en juin 2025. Et pourtant, un stand de ce mouvement était présent aux universités d'été de la France insoumise en août dernier. Alors, on va écouter sur France Info, c'était ce matin, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui estime que son parti n'est pas responsable des faits commis par leurs députés. Voilà ce qu'il dit. Il n'en est pas question. Pas de suspension, pas d'exclusion. Mais je vous ai répondu, madame. En vertu de quelle règle que vous avez inventée désormais, une personne, un employeur, devrait être responsable des actes commis
par ses salariés. C'est le fondateur d'un mouvement Non, Antifa, madame, la jeune garde connue, question que dissous vous venez pour de me violence, poser, Emmanuel c'est une Bompard. question liée à ses collaborateurs. Est-ce que vous connaissez... Ses collaborateurs sont membres aussi de ce mouvement. Est-ce que, madame, vous déterminez désormais que dans notre pays, quand un salarié commet un acte problématique, s'il l'a commis, c'est son patron qui doit en être responsable? Alors Laurent, comment, oui, Ça me fait penser... comment expliquer ce déni Il y a ces multinationales qui disent « Oui, c'est vrai, on a jeté de l'acide dans le ruisseau, mais c'est pas nous, c'est notre sous-traitant. C'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas nous, quoi. C'est pas, on y est pour rien, etc. Alors que les liens sont organiques, ils sont revendiqués, ils sont proclamés. Et donc, ça veut pas dire qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait cette opération, mais au moins qu'ils assument une responsabilité morale, puisque c'était leur assistant parlementaire. Dans un monde normal, ils devraient dire « Écoutez, c'est vrai, on a pris cet assistant parlementaire, il s'est retrouvé dans cette opération que nous n'avons pas commanditée, que nous désapprouvons. Donc nous le sanctionnons. » C'est ça le truc élémentaire. Ouais. On ne veut pas rien avoir avec lui. Il a fait une connerie, tant pis pour lui. Mais rappelez-vous l'affaire Quatennens. Pendant l'affaire Quatennens, ils ont fait bloc derrière lui jusqu'au moment où ça a craqué. C'est la même chose. Alors, il s'agit d'une stratégie délibérée et élaborée par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise depuis le début. Ils ne baissent pas les yeux, ils font bloc. Vous avez parlé d'Adrien Quatennens, on peut aussi rappeler Andy Kerbrat qui avait été pris en train d'acheter de la drogue. Mais on leur demande pas de baisser les yeux. Comment ? On leur demande pas de baisser Non, mais les yeux. je sais. On leur demande de prendre leurs responsabilités. Bien sûr. C'est pas la même chose. Mais ils font bloc. En fait, ils j'entends bien, mais c'est pas une raison pour. Et ils considèrent en pas fait dire qu'ils ont raison. que Raphaël Arnaud en fait fait partie des Insoumis et que jamais ils ne le lâcheront. Jamais en fait ils feront tout pour sauver le soldat Raphaël Arnaud, comme ils ont tout fait pour sauver le soldat Adrien Quatennens. Alors même que tous les féministes de la Terre et notamment de gauche tombaient sur la France Insoumise à l'époque. Donc il s'agit de leur stratégie. Après, sur la question de pourquoi est-ce qu'ils font ça, pourquoi est-ce qu'ils ont intégré la jeune garde à l'intérieur de la France Insoumise. Tout à l'heure, Nora Bussini a dit oui, le parti. En fait, c'est parce qu'il se considère comme un mouvement et que Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il parle, mais c'est aussi une catégorisation qui lui permet de récupérer en fait toute une foultitude d'espaces qui ne sont pas que des espaces du parti politique traditionnel qui est inséré à l'Assemblée nationale, au Sénat et qui veut prendre le pouvoir par les urnes. Ils intègrent par exemple aussi Aurélie Trouvé qui vient de Attac, ils intègrent la numéro 2 de la CGT, Céline Verzelletti, puis qui mettent en face de Daniel Simonet dans le 20e et qui perd. Ils intègrent des candidats qui peuvent venir des soulèvements de la terre et qui prônent la désobéissance civile. Ils intègrent aussi comme le président du Parti ouvrier indépendant, successeur de Jean-Baptiste C'est-à-dire qu'ils veulent subsumer tout ça. Et Jean-Luc Mélenchon, quand il a fait son moment politique hier ou avant-hier, il a dit, mais vous savez, la France Insoumise, c'est... Et là, il a fait toute une liste. Il dit les libertaires, les anarchistes, les communistes, les socialistes, les insoumis, les syndicalistes. Mais alors, il a tout mis qu'il n'a dedans. rien à voir avec l'affaire. Comment peut-il dire qu'il n'a rien Oui, à non, voir mais ça, c'est un autre... C'est ça le fond de l'affaire. C'est le fond de l'affaire, mais en fait, je vais prendre un peu de hauteur par rapport à... Oui, moi, mais je suis d'accord, si vous voulez. C'est pas bien, il dans les devrait années le 30, virer. Hitler, il assumait toutes les conneries que faisaient ces militants nazistes. Oui, alors, je suis pas sûr que la comparaison de Jean-Luc Mélenchon c'est le même raisonnement. Vous pouvez vous le garder pour vous. C'est le même raisonnement. Il est de chez nous, donc il a raison. Ouais, c'est on le défend, même si c'est plutôt non mais c'est plutôt mais en fait il faut voir c'est pas une manière de faire de la politique en démocratie. Il faut voir que les méthodes de la jeune garde sont les méthodes d'autodéfense physique de rue, comme ça a été décrit tout à l'heure par Nora Bussini, sont des méthodes qui sont aux antipodes en fait de la gauche parlementaire et de la gauche qui veut prendre et de la gauche politique exactement. Oui, et donc du coup évidemment vous Laurent Geoffrin vous comprenez pas, vous dites il y a un problème. Très bien, j'ai un peu l'habitude de ça. Ça ne fait que renforcer le Front National. Oui, si vous voulez. Alors, c'est pas si je veux, c'est un fait objectif. Regardez la campagne, ça leur permet de monter une campagne hallucinante contre toute la gauche. C'est servir sur un plateau, au RN des motifs de propagande. Oui, mais c'est peut-être justement ce que cherche aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, c'est justement de faire monter le Front. Enfin, pas de faire monter le Rassemblement national, encore une fois, c'est d'installer, non pas le match, parce qu'on peut pas dire le mot match dans un contexte aussi tragique, mais en tout cas, cette bataille, après les batailles de rue auxquelles on assiste, avec du sang,
sur le sol. Ce serait la bataille à venir une fois. Parce que là, aujourd'hui, la stratégie, on se demande quelle est-elle. D'ailleurs, c'est un peu curieux, malgré tout, de parler. Je comprends bien tout ce que vous expliquez. Et donc, cette stratégie de ne jamais baisser les yeux, de jamais retourner en arrière, c'est pas pour rien que j'ai cité parmi les mouvances qu'il a pu agréger depuis, singulièrement depuis 2024, depuis l'élection qui a suivi la dissolution, que j'ai cité donc le patron du Parti ouvrier, donc les anciens trotskistes, lambertistes, parce que finalement, c'est un retour aux sources. Toutes ces conférences là-bas, d'ailleurs. Exactement. Et justement, et ça, lui, il a pris la défense de manière, j'allais dire, outrancière quand même, parce que ce qu'il a dit au siège de ce parti, quand il continue à faire un panégyrique de la jeune garde, 3 jours après ce décès tragique, quelles que soient les opinions de ce jeune militant, je veux dire, on s'en fiche, on n'en est plus là, quoi, de faire un tel panégyrique, d'expliquer encore son affection envers ce mouvement dont il avait dit qu'ils étaient exemplaires il y a quelques mois, de continuer à tresser des lauriers à Raphaël Arnaud, de dire il est travailleur. Oui, mais qu'est-ce qu'il appelle travailler? Et là, on peut quand même se poser la question, c'est quoi être travailleur quand on parle d'un... C'est invité le CCIE et l'EMF à l'Assemblée nationale l'année dernière. Par exemple, CCIE, ex-CCIF, qui va être jugé justement le 3 mars pour reconstitution d'associations dissoutes dans le cadre de leur implication dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty, par exemple, et les tueurs musulmans de France. Mais si je vais au bout de mon idée, c'est que ce qu'on voit, c'est juste cette stratégie. En réalité, c'est presque un retour aux sources intellectuelles de Jean-Luc Mélenchon, qui a commencé sa carrière politique lui-même dans ces rangs-là, c'est-à-dire dans les rangs d'un trotskisme assez dur, qui combattait d'ailleurs aussi bien pour aller après vers le socialisme après, il a tout été, il a été sénateur, hein. C'est un professionnel de la politique, Mélenchon. Là, on voit le grand révolutionnaire, mais c'est quand même d'abord quelqu'un qui a vécu sous les ordres de la République pendant toute sa carrière. Sénateur, député européen, y compris défenseur à un moment du traité de Maastricht, qui est honni par tout ce qui est par la moindre radicalité aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve là ce réflexe, comment dire, de la citadelle assiégée, qui est le propre finalement de ces groupuscules, qu'ils soient d'extrême gauche ou ils vivent là-dessus, sur le fait d'être effectivement... En tout cas, ils capitalisent. C'est un comble de dire ça par rapport pour quelqu'un qui prône le collectivisme. Mais sur cette idée que un jour, assez proche, viendra fatalement l'affrontement, mais direct entre l'extrême droite et l'extrême gauche, parce que c'est vrai qu'il agrège absolument tout, sauf la social-démocratie. Nora, est-ce que Mélenchon a opéré depuis quelque temps une dérive un peu sud-américaine, où dans le fond, la théorie du chaos pousse à une justification de la violence? Oui. Ce que je décrivais au début un peu, c'est-à-dire, depuis longtemps, la gauche a... la violence directement. Oui, non, mais enfin, est-ce que dans le fond, les mots, la violence aboutit à de la violence alors déjà, il faut rappeler le contexte du décès de Quentin. C'était dans le sillage de la conférence de Rima Hassan qui était donnée à l'IEP de Lyon, justement. Il faut rappeler quelque chose aussi, c'est pas la première fois que lorsque Rima Hassan donne des conférences sur des campus universitaires, qu'il y a dans la foulée, dans son sillage, des actions violentes. Le Canard enchaîné avait sorti à l'époque justement le fait que des militants de la Jeune Garde avaient été accusés en 2024, à la suite d'une conférence donnée par Rima Hassan, d'avoir agressé un jeune juif. Je crois que l'enquête est toujours en cours. C'était une information qui était sortie à l'époque du Canard enchaîné. Moi, ce que justement, pour revenir à votre question, et ce que vous spécifiez avant, et c'est très juste, Jean-Luc Mélenchon, comme beaucoup d'autres, n'ont jamais tari d'éloges au sujet de la Jeune Garde en spécifiant allègrement son exemplarité. C'est ça que j'ai toujours trouvé absolument fou. Moi, je travaille sur la Jeune Garde, et je l'expliquais à plusieurs reprises depuis 2022. Pourquoi je travaille sur la Jeune Garde depuis 2022 ? Parce qu'en 2022, la coordination féministe antifasciste, qui est à Lyon, qui est une mouvance connectée à la Jeune Garde, avait fait un communiqué absolument alarmant, que je vous invite à regarder, à lire, parce qu'il est encore en ligne. Elle racontait déjà à l'époque, ces jeunes femmes, avoir été victimes d'expéditions punitives et de coups violents portés à la tête par des militants de la Jeune Garde. Elles étaient venues trouver à l'époque Raphaël Arnaud, qui les aurait traitées, selon elle, avec mépris et condescendance. On est aujourd'hui dans un groupe qui se revendique féministe, qui ne déroge pas sur la question des violences faites aux femmes, tout en protégeant de l'autre côté M. Adrien Quatennens, comme vous le rappeliez justement précédemment. Donc là, aujourd'hui, ils n'ont pas cessé de louer l'exemplarité et l'engagement de la Jeune Garde, alors même qu'ils avaient commis des violences sur des femmes. C'est complètement fou. Et ça, Jean-Luc Mélenchon en fait totalement fi. Alors, vous disiez, Laurence, c'est intéressant, vous dites il n'a jamais appelé à la violence, Jean-Luc Mélenchon. Mais non, ma question... C'est pas pareil. Oui. Voilà. Mais justement, est-ce qu'à un moment, les propos, et là vous pouvez répondre aussi si vous voulez, Pablo, qu'à un moment, les propos violents amènent fatalement à de la violence? Pas toujours, mais c'est un risque qu'on prend, volontairement. On sait bien que
si on emploie des mots enflammés, des insultes à l'égard de l'adversaire, des paroles définitives, ça encourage les plus virulents, les plus ardents et parfois les plus violents de vos propres soutiens. Ça, c'est vrai, il n'y a aucun doute. Et puis, on ne peut pas faire ce reproche à l'extrême droite, à juste titre, et ne pas le faire si on tient des propos du même genre. C'est pas possible, ça. Et là aussi, parfois, il faut distinguer les choses. Qu'il y ait un service d'ordre dans les partis politiques, il y en a toujours eu. Gauche, il y a toujours eu des services d'ordre. Qu'il y ait des gens qui sont antifascistes et qui se défendent contre des menées d'extrême droite. C'est la moindre des choses, quand ils se défendent. Mais ce qu'on a vu à Lyon, c'est pas de la défense, c'est de l'attaque. Et là, on se retrouve devant une c'est du West Side Story politique. Oui, c'est une espèce de perversion de l'action directe de défense, de la bagarre, etc. On finit par monter des expéditions contre l'adversaire avant même qu'il ait fait quoi que ce soit. Ce qui est le cas exactement de ce qui s'est passé à Lyon. Parce que ces jeunes femmes, là, fachos, plus ou moins fachos de Némésis, elles ont déployé une banderole. Alors, on peut dire c'est scandaleux, c'est fasciste, d'accord, mais déployer une banderole, ça ne mérite pas qu'on les attaque à coups de poing. Et c'est ça la difficulté, c'est que cette activité dite d'autodéfense génère un profil psychologique et culturel. Des gens qui s'habituent finalement à la baston, au conflit violent. Et ils finissent par confondre défense et attaque. On va attaquer préventivement. Et alors je termine. En République, en démocratie, c'est à la police de s'occuper de ça. Tout à fait. C'est pas monter une police privée à côté pour se battre contre celle d'en face. Sinon, c'est les États-Unis. C'est pas légal. D'abord, c'est pas légal, puis c'est pas bien parce que du coup, on se met en position sur le plan électoral, j'entends. On se met en position d'accusé dans ce cas-là. On dit voilà, vous êtes violent, donc non, je suis pas violent, machin. Etc. C'est ridicule. On perd du temps et si on est allié avec d'autres partis, on les met dans le coup. Alors bon, maintenant l'alliance elle est terminée, donc tant mieux. Mais c'est un vrai problème parce que ça presque involontairement, mais mécaniquement, ça légitime l'extrême adverse. Regardez, là maintenant, l'extrême droite est canonisée. Complètement. C'est des victimes. On est dans la série La fièvre d'Éric Benzeki. Une fois de s'exprimer, on les attaque. On va en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans le fond, à gauche, dans l'ultra-gauche, l'idée que si on fait une révolution, on la fait forcément dans la violence. Et que la violence est légitimée par le combat politique. Oui, alors je vais répondre à ça, mais d'abord sur le lien entre la violence des mots et derrière la violence physique qui peut aboutir à la mort. Je pense qu'il faut faire très attention à ce type de corrélation et de causalité. Le Premier ministre a rappelé, je trouve fort à propos, que la responsabilité en France, elle est individuelle. Et on ne peut pas tisser des liens comme ça à l'emporte-pièce entre des discours qui auraient pu être tenus et derrière la mort d'un jeune homme de 23 ans. Après, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il conflictualise tout. Et la France Insoumise, ils sont violents dans leur rapport à leurs adversaires politiques, à tout ce qu'ils considèrent comme n'étant pas exactement ce qu'ils pensent politiquement. Y compris dans la même famille de gauche. Exactement. Ça commence à Europe Écologie Les Verts. Donc, et au Parti Socialiste. Néanmoins, ils ne sont pas les seuls. En fait, c'est-à-dire que moi je vous vois bien tout le monde bien Jean-Luc Mélenchon il conflictualise. D'accord, Jean-Luc Mélenchon il conflictualise. Mais enfin, Gérald Darmanin aussi conflictualise et il est brutal. Bruno Retailleau aussi conflictualise et il est brutal. Enfin, je veux dire, les adversaires aujourd'hui, on est dans une période de brutalisation générale en fait de la politique. À titre personnel. Oui, mais enfin, l'Assemblée nationale qui est devenue une ZAD. Moi, je suis traité sur les plateaux. J'ai été traité d'islamo-gauchiste. J'ai été traité d'allié des terroristes. Je peux vous dire que dans le genre brutalisation par des gens qui ne sont pas de la France Insoumise, par des gens qui sont des éditorialistes de droite bien sous tout rapport, au Figaro ou je ne sais où. Et c'est de la brutalisation. Alors après, s'il m'arrive quelque chose, est-ce qu'on tiendra rigueur à cet éditorialiste du Figaro qui m'avait traité d'allié des terroristes en direct? Bon, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire que tout le monde est brutal. Et quand Gérald Darmanin, garde des Sceaux, balance à la vindicte populaire la gauche, l'ultra-gauche, la France Insoumise, etc., avant même que le procureur ait pris la parole,
il est brutal et il participe de la brutalisation de la vie politique. Alors, on va... alors, il y a un drame, bien sûr, derrière, mais on a vraiment le sentiment que le Rassemblement national, évidemment, joue là-dessus pour se canoniser, comme vous l'expliquiez. Enfin, non, j'exagère. J'ai employé votre terme. C'est un terme volontairement ironique. Voilà, C'est ce qu'il cherche. Mais... Henri, on va vous écouter, mais on va écouter Jordan Bardella, si on peut l'écouter. J'appelle donc à constituer un véritable cordon sanitaire pour isoler la France insoumise et la tenir à l'écart des institutions, que ce soit à l'Assemblée nationale où ses députés siègent dans de nombreuses instances ou en vue des prochaines élections municipales. Alors, si je puis dire, Henri, est-ce que la mouche est en train de changer d'âne ? C'est-à-dire que le paria n'est plus le Rassemblement national, mais la France insoumise. Oui, non, mais très clairement. D'abord, c'est ce à quoi ils œuvrent. Et là, on le voit. Il y a un terme qui est frappant, celui qu'on vient d'entendre, de cordon sanitaire. Cordon sanitaire, pendant des décennies, c'était le terme, à la fois le terme et la tactique, la stratégie qui était appliquée par le camp, disons, assez traditionnel politique, mais y compris par les médias. Il faut bien dire ce qui est, pendant des décennies, encore une fois, vis-à-vis alors pas du RN, mais du Front National de Jean-Marie Le Pen, et peut-être même encore du RN pendant un certain temps. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il y a un effet de miroir inversé qui est assez saisissant, parce que qui est-ce qui campe en tenant finalement de l'ordre, de l'autorité, mais de l'ordre et de l'autorité par des voies absolument normales, c'est-à-dire par les voies légitimes de l'État, puisque à plusieurs reprises, dans cette conférence de presse, Jordan Bardella a fait allusion à quand nous serons au pouvoir. Oui. Sans dire d'ailleurs qu'en jeu ou comme Marine Le Pen, mais quand nous serons au pouvoir, ils rétabliront l'ordre. Donc il y a cette idée, et pour mieux faire ressortir également le fait que l'extrême droite présente dans l'hémicycle à travers le RN et puis aussi ses alliés ciotistes, elle a coupé tout lien, alors en tout cas officiellement, ça reste à démontrer. Ce que Mélenchon a dit, c'est lié et allié à propos de la Jeune Garde. À aucun moment vous n'entendrez un Bardella, ni une Marine Le Pen, ni personne au RN dire qu'ils sont liés ou alliés, et même qu'ils aient le moindre lien avec ces groupes néo-nazis, ces groupes d'extrême droite, mais qui existent encore et qui sont totalement là. Et hier, d'ailleurs, il y avait un détail assez révélateur. C'est à un moment, un des journalistes pose la question à Jordan Bardella à propos de l'attitude qu'il aurait, puisqu'il a dit que lui au pouvoir, enfin nous donc au pouvoir, nous supprimerions, nous prononcerions la dissolution de tous ces groupes, qui soient à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Quelqu'un lui demande, enfin un confrère demande, et qu'est-ce que vous feriez à propos des natifs ? Et ah bon, je connais pas, je sais pas qui c'est les natifs. Il a eu l'air étonné. Bon, c'est les successeurs de Génération Identitaire qui étaient pendant longtemps un allié objectif, y compris parfois sur des petites élections du RN. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de tout couper. Et un dernier détail là-dessus. Est-ce que vous avez vu le communiqué de Giorgia Meloni, qui est quand même le modèle aujourd'hui pour l'extrême droite. Alors même si elle n'a pas les meilleures relations avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella, mais plutôt avec avec sa nièce Marion Maréchal, Meloni, elle a fait un long communiqué pour expliquer à quel point la mort de Quentin est un drame, une blessure pour l'Europe entière, au point d'ailleurs que Macron s'en est offusqué. Il a demandé, mais en gros, de quoi je me mêle, Occupe-toi de tes oignons. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Mais parce qu'elle, justement, c'est la même stratégie comparable. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au pouvoir, dans son cas en 2022, elle a justement coupé les liens avec tous les groupes extrêmement ultra-violents qui existent à l'extrême droite italienne, notamment Casa Pound, qui sont vraiment des mouvements qui ont du sang sur les mains. Elle a vraiment pris cette précaution-là. Donc on voit un effet miroir là aussi. Et voilà. Et c'est aujourd'hui la stratégie qui s'avère, en tout cas au vu des sondages et même des élections précédentes, plutôt payante. Normalisation, banalisation. Nora, parce qu'on parle des groupes ultra-gauche, mais qu'en est-il aujourd'hui des groupes d'ultra-droite ? Ils sont planqués. Aujourd'hui... Ils ne sont pas tant planqués. On les voit défiler malheureusement chaque année et de manière assez impressionnante. Les chiffres qu'on avait justement étaient, comme je le disais tout à l'heure, de 3 à 4 000 membres appartenant à des collectifs d'ultra-droite en France, même s'il est compliqué de les cibler. Il y a des dissolutions qui ont été mises en place. Mais la violence est la même. La violence est la même de la part de ces groupuscules. C'est tout à fait vrai. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez étonnant quand on voit Jordan Bardella réagir ainsi, quand on sait l'histoire du Rassemblement national et de membres de son équipe avec le GUD, notamment, qui a été aussi dissous. On peut que sourire. Mais là où la stratégie
du RN est payante, c'est qu'eux le disent, on fait le ménage. À chaque fois qu'il y a des profils dits problématiques, on fait le ménage. Ça a été le cas notamment lors des législatives anticipées. On avait pu voir des profils antisémites, racistes, complotistes, etc. Eux vont vous dire, on a nettoyé. Et factuellement, il y en a encore évidemment, mais je veux dire, par rapport à la France Insoumise qui est absolument incapable de se remettre en question d'une quelconque manière, en commençant par Raphaël Arnaud, qui n'a pas envie, tout à fait, qui n'a pas envie de se remettre en question, c'est extrêmement inquiétant. Et surtout quand on sait que Raphaël Arnaud, donc, a été soutenu par la France Insoumise, dont on parle depuis tout à l'heure, mais a été aussi soutenu, en tout cas dans le cadre de la Jeune Garde, elle a été soutenue par Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts lorsqu'elle a été visée par une procédure de dissolution. Mais Laurent, est-ce que la conflictualisation politique réveille encore un peu plus ces groupes Oui, ça d'ultra... participe d'une atmosphère tendue et comment dire, agonistique, ils disent. C'est sérieux, c'est fait sociologique. C'est une théorie agonistique. C'est-à-dire qu'on se met des points à la figure tout le temps. Et donc voilà, c'est dès lors qu'on théorise ça et qu'on dit à la fin il restera les plus extrêmes de l'autre côté et nous, ça incite évidemment à se préparer à la violence. Et ça rejoint d'ailleurs cette idée, on défend nos gens quoi qu'ils fassent. Ouais. Ça, c'est une idée perverse, dangereuse. Quoi. Donc ils font n'importe quoi, on les défend quand même. Et c'est étendu au champ international. Je me suis toujours demandé pourquoi la France Insoumise voulait à toute force défendre le régime post-chaviste. On défend Chavez lui-même, d'accord. Il a distribué l'argent du pétrole aux pauvres, plutôt bien. Mais après, ça a dégénéré. Après, l'économie s'est retrouvée par terre, les gens ont émigré, il y a eu de la violence, des prisonniers politiques. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on les libère maintenant. Donc il y en avait. Et pourquoi ils ont toujours défendu ces gens-là ? C'est mystérieux. Ouais. Ou pourquoi est-ce que Chikirou n'arrive pas à dire que la Chine, c'est une dictature ? Qu'est-ce que ça lui coûterait de dire c'est une dictature ? Rien. Mais elle ne le dit pas. Et pourquoi ils disent toujours que c'est de la faute de l'OTAN si les Russes ont attaqué l'Ukraine ? Alors, peut-être l'OTAN a joué un petit rôle, mais c'est quand même Poutine qui a attaqué l'Ukraine, c'est pas l'OTAN. Donc pourquoi c'est ça ? Parce que c'est un camp. Ils sont dans un camp. Et ce camp a des ennemis. Vous savez, il y a un juriste nazi, je ne sais plus comment il s'appelait, des années 30, là, qui a théorisé ça. La politique, ça consiste à avoir un ennemi. Deuxième fois, le point Godwin. Hein ? Deuxième fois, le point Godwin. Non, vous connaissez Chantal Mouffe ? Oui, Chantal Mouffe. Elle s'inspire de ce philosophe. Oui. Que vous connaissez certainement. Et Mélenchon s'inspire de Chantal Mouffe. Carl Schmitt, qui était un nazi. Oui. Bah oui. Donc il s'inspire des théories de ce nazi. Il y a une partie de l'extrême-gauche qu'il avait déjà fait dans les années 50. Mais pour dire, la politique, c'est on a un ennemi. Et donc, à l'échelle planétaire, il y a un ennemi. C'est l'ennemi commun. C'est l'Occident dirigé par les États-Unis. Oui. C'est ça l'ennemi. Donc tous ceux qui sont contre l'Occident dirigé par les États-Unis méritent un intérêt, une alliance, une indulgence, etc. Par exemple, demandez-vous pourquoi il y a eu 30 000 morts pratiquement en Iran en 3 jours. Ouais. Ils ont mis autant de temps. Il y en a eu 60 000 en Palestine. Ça a suscité légitimement et logiquement une émotion immense, les morts de Palestine. Mais les 30 000 de l'Iran, où sont les manifs ? Et là, la question, on est en plan... Où est l'indignation des leaders, de tous les leaders, notamment ceux qui se sont indignés des morts de Palestine. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ne sont pas dans le même camp. C'est l'axe de la résistance. Les morts de Palestine, c'est Israël qui les a fait, donc c'est l'Occident colonialiste. Et tandis que les morts d'Iran, c'est un régime... comment dire, islamiste, dictatorial, tout ce qu'on veut, mais il est anti-américain. Et c'était le principal soutien des Palestiniens du Hamas. Donc on dit rien. Ils approuvent pas, ils condamnent comme ça. Bon. Mais il n'y a pas de manif, il n'y a pas de mouvement. Quoi. Non. C'est parce que c'est le camp. On est dans un camp, on n'est pas dans l'autre. Et vous disiez, c'est l'axe de la résistance. En fait, c'est ça. Le souci, l'ultra-gauche, qu'est-ce que c'est déjà pour poser des bases ? Ce sont des groupes extrêmement fragmentés, mais qui vont avoir en commun un rejet des institutions démocratiques, un rejet de l'État, pas du gouvernement, mais de l'État en tant que tel, et une volonté de déstabilisation. Aujourd'hui, ce qu'appelle l'ultra-gauche, c'est la fameuse convergence des luttes. On se rend compte que cette convergence des luttes, finalement, elle peut se tenir autour d'un ennemi commun. Moi, je cite très souvent George Orwell. C'est pour ça que je parlais de révolution bolivarienne. Je ne sais pas si je me trompe.
trompe ou pas. Non, et d'ailleurs, George Orwell, dans 1984, explique très bien comment la figure d'un ennemi commun parvient à fédérer même les luttes les plus fragmentées. En l'occurrence, vous parliez tout à l'heure très justement du fait qu'il n'y a pas eu le même émoi concernant les civils palestiniens tués que quand il s'agissait de l'Iran. Le problème, il est là justement. Il est que le régime de la République islamique d'Iran est celui qui tient aujourd'hui le fameux axe de la résistance. Hezbollah, Hamas, FPLP, Houthis, etc. Et donc on ne peut pas décemment, c'est le cas de la France Insoumise, mais pas que d'eux, on peut parler de... Enfin, ils sont condamnés quand même. Hein. Oui, ils ont condamné, mais on se rappelle quand même qu'il y a eu quand même... citons Raphaël Arnaud, le 7 octobre, celui-ci soutenait la résistance armée. Oui. Pablo fait des bons. Oui, Pourquoi vous faites des bons? Non, mais parce qu'effectivement, en fait, c'est pas du tout du même type. Il y a eu des condamnations vraiment très fermes de l'entièreté de la France insoumise concernant genre les dizaines de milliers de morts qu'il y a eu en Iran. Je n'attaquais pas la France insoumise en particulier. Oui. Toute la gauche radicale a protesté pour la forme. C'est vous qui dites pour la forme. Mais genre, protester. La seule différence, c'était que... Non, mais ce que vous dites sur l'axe de la résistance, c'est-à-dire qu'effectivement, les formes de résistance ne sont pas exactement les mêmes. Et effectivement, la dynamique coloniale ou décoloniale, en fait, qui peut exister en Palestine, n'existe pas en Iran. Et c'est vrai que, là, pour le coup, vous avez une partie de la gauche, dont fait partie la France insoumise, que cette question décoloniale intéresse particulièrement. C'est pour ça qu'ils sont particulièrement intéressés par ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks, qui sont particulièrement intéressés par ce qui se passe avec la Palestine, que ces mouvements aussi sont structurés en France et depuis très longtemps autour en fait d'organisations de gauche. Mais l'émotion était là. Moi, je suis désolé, mais moi, je suis allé à une manif en fait pour l'Iran. On n'était pas beaucoup. Hein, ça va bien au-delà de... Ça va bien au-delà de la France insoumise. Et d'ailleurs, Laurent, je sais pas, je ne vous ai pas attaqué. Non, mais la tolérance, spécialement la France insoumise, mais simplement, vous voyez bien le problème, c'est que du coup, on hiérarchise les victimes. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Mais il y a des luttes, il y a des choses qui sont inscrites dans des luttes. Genre, je suis désolé. Là, par exemple, ce qui s'est passé le week-end dernier. C'est pas parce que c'est inscrit dans une lutte que c'est justifié. Ce qui s'est passé la semaine dernière, ça fait 4 jours qu'on en parle. Ça fait une semaine qu'on en parle. Je trouve ça légitime qu'on en parle. Est-ce que vous savez qu'avant-hier, il y a eu un féminicide ? Non, vous le savez pas. En fait, il y a eu le Xème féminicide en fait depuis le début de l'année. Il y en a tous les jours. Il y a eu à la fin du mois de janvier. Ah voilà, il y en a tous les jours, donc c'est pas très grave. Et oui, et on n'en parle pas. Et on n'a pas fait une liste de à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous prenez comme exemple le féminicide? Il y a eu un crime raciste à la fin du mois de janvier et on n'en a pas parlé. On n'en a pas fait grand cas. Donc et je veux dire. Oui, mais vous voyez bien là, il y a deux. Quoi? Mais vous hiérarchisez les victimes parce que c'est un crime raciste ou parce que c'est un crime d'un militant identitaire. Donc vous voyez, je peux vous renvoyer exactement la même chose. Des morts comme vous dites et des crimes, il y en a tous les jours. Et pour des raisons politiques. Pas parce que moi, j'ai pas une idéologie décoloniale, contrairement à vous, et je considère qu'il faut être universaliste. Et donc, quand il y a 30 000 morts en 3 jours, ça mérite à peu près les mêmes réactions que 70 000 en 2 ans. Du point de vue humanitaire, si vous voulez, du point de vue des droits de l'homme, du point de vue universaliste. Cela dit, quand on voit les réactions aujourd'hui en France de manière générale à ces 30 000 morts, ça veut dire qu'il y a bien peu d'humanistes en France. Parce que je veux dire, l'indifférence... Non, mais ça a raison. Si, c'est quand même un peu ça. Tout le monde a condamné. Personne n'est coupable de... Mais pas de manifestation dans les universités. C'est ça qui était surtout choquant, sans stigmatiser. C'est l'intensité des réactions de la jeunesse. Voilà. Mais moi, ce que je trouve un peu gênant quand même dans ce genre de débat, parce que c'est vrai que là, on oppose en effet les victimes, alors celle du décolonialisme, celle identitaire ou du racialisme, etc. C'est en ça justement que le débat, comme vous le disiez tout à l'heure avec raison, il est extrêmement tendu, il est extrêmement allez, je te prends mes victimes, je t'oppose les autres, et voilà, alors vous avez compassion sélective, vous avez... C'est en ça qu'on est vraiment en train de, comment dire, d'instaurer une espèce de tension politique permanente dans cette société. C'est ce que disait Pablo. Oui, mais en cela, je le rejoins. Et c'est vrai que cette façon aussi d'aller chercher à tout prix LFI dans des liens directs. Moi, je vais vous dire, ce qui me sidère, c'est que des profils comme celui de Jeff, donc l'assistant parlementaire qui a été interpellé, et le deuxième assistant, que ces gens-là soient dans l'hémicycle, aient un statut d'attaché parlementaire, je dois dire que, objectivement, ça me sidère. Raphaël Arnaud, ça me choque un peu, mais il a été élu. Voilà, les urnes l'ont porté là, donc il y a rien à dire, et j'imagine que ces électeurs... Oui, mais on en revient au cas Quatennens, il est parti... Quatennens, il a pas démissionné, il a même essayé de se représenter. Non, mais je suis d'accord. Et pour une claque à sa femme. Alors, excusez-moi, mais... Je connais pas le dossier par cœur, mais en tout cas, c'est vrai que... Non, mais l'idéal serait été quoi dans une société avec un monde politique mature et normalement constitué? Ce serait quoi? C'est que dans ces cas-là, vous démissionnez. Et c'est pas le seul, d'ailleurs, parce que des cas de consommation ou de deal de
drogue et de drogue des petites et de la copine chez qui on va fêter une victoire électorale. On l'a vu au Sénat dans la droite et le centre. Oui. Et bon, donc ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où les mots qu'on attendrait, mais qui ne viennent pas, ils ne viennent sciemment pas de la part de Mélenchon, parce que ce n'est pas sa stratégie. Sa stratégie, encore une fois, c'est vraiment justement de rester dans ce frontal total et assumé. Et pourtant, ce seraient des mots d'apaisement. Or, de part et d'autre aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi on assiste. C'est vrai qu'on est en train de nourrir un climat extrêmement violent, alors qui ne se travaille pas directement, parce qu'en effet, ni Mélenchon ni LFI n'appellent à un projet politique violent. Quelle plume peut perdre LFI dans cette histoire ? Là, c'est ça qui est justement intéressant. C'est que dans le cas de Raphaël Arnault, factuellement, il a fait un tweet, une sorte de thread assez court sur Twitter pour dire que ça fait des années qu'il s'attendait à ce que quelque chose comme ça arrive et qu'il était assez effaré. Et après, il s'est défendu en disant qu'avant même la prise de parole du procureur, il avait mis en place une procédure de licenciement dans le cas de l'un de ses collaborateurs parlementaires qui était soupçonné à l'époque, sans même que ça ait avancé à ce point-là, d'avoir participer potentiellement à l'assassinat de Quentin. Ça, déjà, techniquement, c'est la posture qu'aurait dû adopter depuis le début l'entièreté de la France Insoumise, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, de dire nous attendons les résultats de l'enquête. En l'occurrence, c'est intolérable. Nous allons effectivement exclure soit temporairement, soit définitivement ceux qui sont mis en cause dans le cadre de cette enquête, et nous verrons la suite des choses. Et c'est ce qui ne s'est absolument pas passé. Et là, on est encore une fois dans le bruit et la fureur. Pablo, j'ai une question parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais elle est importante cette question. Au Parti Socialiste, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre LFI. On a entendu François Hollande, on a entendu Anne Hidalgo, et je vous propose d'écouter la sénatrice Laurence Rossignol. On l'écoute. Dans les élections à venir, d'abord les élections municipales, aucun accord n'est possible avec la France Insoumise. Cette prise de distance, elle est indispensable pour la gauche et pour la lutte contre le Rassemblement national. Parce que, en fait, je vais le dire clairement, la France Insoumise est un boulet pour la gauche maintenant. Est-ce que la France Insoumise est un boulet pour la gauche ? En tout cas, que ce soit Laurence ou Raphaël Glucksmann ou François Hollande, ça fait maintenant des mois, voire des années, en fait, qui disent qu'ils ne veulent pas d'alliance avec la France Insoumise. C'est pas nouveau. Ça, c'est juste un argument. Ce qui s'est passé la semaine dernière, ce week-end, c'est juste un argument de plus pour dire coupons les ponts avec la France Insoumise. Elle dit, genre, il n'y a pas d'alliance possible. Il y a une ville quand même assez importante dans laquelle il y a Niort, et il y a Agen aussi. Ouais. Donc, où il y a des... il peut y avoir... Et puis on verra ce qui passera au soir du premier tour. Voilà, exactement. Et ce dont je suis intimement persuadé, c'est qu'aujourd'hui, il y a les mots qui sont dits, et au soir du premier tour, s'il y a un risque, par exemple, que, je sais pas, Marseille passe au Rassemblement national, que ça soit Sébastien Delogu, qui risque d'arriver derrière le Parti Socialiste de Benoît Payan et de sa liste de la gauche plurielle, Sébastien Delogu, je pense pas qu'il fera le con, comme Sophia Chikirou, je pense pas qu'elle se fera l'idiote. En fait, ils se retirer. Ils se retireront. Je pense qu'il n'y a pas de problème moral. Comment ? Ça ne pose pas de problème moral. Exactement. Non, mais il n'y a pas de problème moral. Mais parce que le problème se poserait si c'est l'alliance. Mais il y a des fusions. Mais ils vont peut-être essayer. Ils vont peut-être essayer. Mais en fait, personne à gauche, que ce soit à la France Insoumise ou au Parti Socialiste, n'a intérêt à faire gagner la droite extrême trumpisée de Rachida Dati ou l'extrême droite du Rassemblement national. Oui, mais la difficulté, ça va être dans le cas inverse s'il s'agit de se retirer pour un candidat LFI. Là, ça va être coton. Ils assument en fait de faire perdre la gauche. Mais par exemple à Roubaix, ce serait intéressant. Parce que là, me semble-t-il, c'est la seule grande ville qui soit éventuellement atteignable pour LFI. Là, ce serait intéressant. Sophia Chikirou, je demande à voir. Je crois que la droite est dans les choux. Oui, alors c'est ça, il bénéficie de ça. Est-ce que Sophia Chikirou va prendre le risque de faire passer Paris, faire passer Rachida Dati en alliance avec Sarah Knafo ? Moi, franchement, je ne cet argument-là incite d'autant plus à ne pas faire d'accord avec LFI. Oui, parce qu'il n'y a pas forcément besoin. À Strasbourg, par exemple, à Strasbourg, le PS est donné largement en tête dans les sondages, Catherine Trottmann. On voit que, par exemple, à Strasbourg, un candidat de la Jeune Garde, Samuel Das, qui est un des porte-paroles, et qui a d'ailleurs, pour l'anecdote, vous pourrez voir, a discrètement modifié sa bio sur Twitter en enlevant toute mention de la Jeune Garde, que ce soit dans sa bio et dans la bannière, alors qu'avant, il en était extrêmement fier. Et on peut voir justement que le PS n'aura pas besoin d'une alliance insoumise en tête des sondages. Alors que, au niveau local, on le disait tout à l'heure justement, à Niort, par exemple, le PS a fait alliance, en tout cas avance avec la France Insoumise. En tout cas, on note que les dissolutions de groupes extrêmes ne servent à rien. Non, je ne suis pas d'accord.
Bah, attendez, la jeune garde, là, ça les empêche pas La dissolution des ligues fascistes a été décidée par le Front populaire, à l'origine. Et ils ont assorti ça d'un autre délit qui est plus sévèrement sanctionné, qui s'appelle reconstitution de ligue dissoute. Comme le CCIE. Donc, si il est avéré que cette jeune garde s'est reconstituée alors qu'elle était dissoute, et ils sont justiciables de sanctions. Ouais. C'est le cas du CCIE qui va être. Ça a moyen marché. Non, mais je vous rappelle que les cambriolages sont interdits. Oui. Et il y en a beaucoup quand même. Non, mais oui, mais alors on ne va pas les légaliser pour autant. Non, mais il ne s'agit pas de les légaliser, mais c'est juste dire attention à ces stratégies d'interdiction. Enfin, lutter contre le fascisme, en fait, ça nécessite de donner un horizon commun pour qu'on puisse tous vivre ensemble. C'est encore mieux mieux que juste de dire on va interdire ou on va faire des rixes de rue. Merci beaucoup à tous pour ce débat passionnant. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Les nouveaux antisémites. C'est chez Albin Michel. Merci à tous et merci à Flore Simon d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique. À très vite.